Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. Architecture. Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. École nationale supérieure d'architecture. École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville. Belleville. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci de votre présence. Merci également pour nos auditeurs invisibles qui nous suivent en ligne. Je vous remercie de votre présence. Je remercie déjà Pascal Faure ainsi que Didier Toural. Pascal qui est l'organisateur de ces séances. Ils sont plutôt de deux ordres. Dernièrement, on a les rencontres autour de ma thèse. Il y en avait une hier matin. Je m'adresse là aux étudiants de master qui sont toujours invités lundi à 13h, 13h15 pour ces présentations de thèse. Et également des rencontres autour d'un ouvrage. Donc, j'ai grand plaisir à accueillir ce soir Philippe Simet, qui est enseignant, Philippe Simet qui est philosophe, maître de conférence à l'école d'architecture de Paris-Belleville, qui est également auteur. Je vous renvoie à la petite fiche que Pascal a préparée, qui présente plus en détail. Donc, Philippe, qu'on reçoit aujourd'hui pour son ouvrage « Bâtir avec ce qui reste ». À une époque, Antoine Grambach signait « L'art d'accommoder les restes ». Dans les années 70 même. Aujourd'hui, on doit bâtir avec les restes. Je pense que c'est sûrement une question à laquelle va s'attarder Paul Andauer, qu'on accueille à l'école. Paul est professeur d'histoire et d'écriture architecturale à l'école d'architecture de Paris-Est, à Marne-la-Vallée. Paul, qui a soutenu il y a quelques années, c'est en 2019, son HDR dont le thème était la réparation. Donc on voit bien l'affinité qui a amené Philippe à convier Paul Andauer à réagir à la présentation que Philippe va nous faire brièvement de son ouvrage. Et ensuite, je laisse mes deux collègues avoir cette discussion. Et après avoir écouté comme vous, habituellement je prends le temps de donner mon point de vue sur un ouvrage, mais cette fois débordé par des déferlantes et les secousses sismiques qui nous occupent beaucoup dernièrement. Je n'ai pas eu le temps de le lire, donc ce dont je prie Philippe de m'excuser. Et donc voilà les secousses sismiques, notre directrice Christine Lecomte, qui nous fait le plaisir de venir assister à cette discussion, connaît encore mieux que moi. Donc je vous laisse tous les deux. Philippe, merci encore d'avoir accepté de présenter ton ouvrage. Et à tout à l'heure, je reviendrai pour animer un possible débat avec les gens sur ça. Bon, merci André, merci Pascal, merci Paul. Et à vous toutes et tous d'être là ce soir pour voilà, une discussion autour de ce livre. Donc, quelques mots de présentation et peut-être avant tout les raisons qui m'ont conduit à l'écrire. C'est des raisons qui sont d'abord toutes personnelles, je veux dire, dans un cheminement intime qui est lié à mes difficultés à enseigner dans une école d'architecture, au vu de ce qu'est l'architecture aujourd'hui, au vu dont on la pratique. Voilà, il y a quelques années, j'ai traversé une sorte de crise existentielle, mini-crise existentielle, parce que j'ai continué à enseigner, mais je ne comprenais plus très bien ce que je faisais dans une école d'architecture, et ce qui m'a en partie conduit à tourner une série télévisée pour Arte qui s'appelait Habiter le monde, où je suis allé voir tout simplement comment d'autres gens
pense ce qu'est l'habitat, les manières d'habiter, les façons de construire. Et ce décentrement a été assez salvateur pour moi en voyant la richesse justement des modes d'habiter de par le monde. Et puis la deuxième raison, elle est liée finalement aux étudiantes et aux étudiants et à la manière dont ils témoignaient d'une certaine urgence à se poser d'autres questions qui étaient plus ou moins honorées et à Belleville et dans d'autres écoles d'architecture et dans d'autres espaces professionnels qui sont liés voilà, aux urgences écologiques, voilà, aux urgences au sens large et écologiques au sens large, à la fois du point de vue environnemental et du point de vue social. Donc, toutes ces raisons m'ont conduit et à changer moi-même. Bon, je travaillais dans une grosse agence d'architecture où j'intervenais régulièrement, et puis c'était devenu aussi de plus en plus difficile pour moi d'intervenir sur des très gros projets, donc je ne comprenais pas le sens, les modes de production, etc. Et voilà, et à changer mes cours et puis à travailler sur d'autres questions, et notamment sur cette question des ressources qui est au centre de ce livre-là. Et le point de départ, il y a 3 chapitres. Un chapitre qui est vraiment sur la question des ressources, enfin de l'extractivisme plutôt, je vais revenir dessus. Un chapitre qui est centré autour de la question de la relation aux autres êtres vivants. Et la dernière partie qui est plutôt consacrée au réemploi. Et voilà, cette question de l'extractivisme, elle s'est imposée de façon assez évidente pour moi, vu que la quasi-totalité de nos pratiques architecturales, de nos modes de faire, repose sur la consommation, enfin sur l'extraction massive de matières premières non renouvelables et d'énergie fossile, mais aussi sur la destruction de l'existant. Un existant qui est de qualité pour construire du neuf, pour nourrir une industrie du neuf. Et donc, ça représente une sorte de course en avant qui est vraiment délétère dans les scénarios qu'elle dessine, pas simplement sur l'habitabilité de la planète, parce que bien évidemment, voilà, d'extraire autant de matières premières, ça pose des problèmes, mais aussi des façons de concevoir nos métiers. Et la question du métier, elle est centrale chez moi parce que je trouve que c'est ce qui nous évite d'avoir des approches trop abstraites, d'avoir des approches purement environnementales. Et la question centrale, on aura peut-être l'occasion d'en discuter, hein, c'est comment on peut avoir une production juste, mais aussi un travail avec une rémunération qui est digne. Et souvent, c'est des questions qu'on ne se pose pas. On voit des agences qui font des très beaux projets, mais qui communiquent sur 20% de leurs projets. On voit des agences qui utilisent 50 stagiaires qui ne sont pas payés. Et donc, on ne se pose jamais la question du juste modèle économique qui nous permet d'avoir un autre type de pratique. Et voilà, et pour moi, c'est absolument essentiel. Donc, je disais, la première partie, c'est sur l'extractivisme, mais finalement, je suis assez frappé par... en tout cas, plus ça va, puis je pense que le prochain livre, ça sera sur cette question-là. Je suis frappé finalement par la violence qui traverse notre profession. Voilà. La violence dans son rapport à la matière, voilà, dans la façon dont on obtient les matériaux, la violence sur les chantiers. C'est-à-dire que ça pourrait être un moment absolument extraordinaire de rencontres finalement de métiers, d'hommes et de femmes qui viennent d'horizons différents, et c'est juste le lieu de la domination sociale et raciale la plus stricte. Et puis les conditions de travail dans les agences qui sont plus si enviables quand on regarde l'évolution. Je ne suis pas un historien de l'architecture et de la profession d'architecte, mais je trouve que les manières de travailler aujourd'hui sont rudes. Elles sont rudes pour les plus jeunes. Et donc, et puis, finalement, cette idéologie productiviste qui nous conduit à détruire des bâtiments qui sont existants et qui sont des bâtiments de qualité. Donc, quelle violence vis-à-vis de la matière, mais quel mépris aussi envers le travail humain et envers nos propres métiers. Finalement, je trouve ça assez insultant de dire qu'au bout de 30 ans, un immeuble de bureau,
il est plus rentable et que voilà, il faut en construire un nouveau. Je trouve que c'est une insulte à l'intelligence et à ce qui fait la dignité de nos métiers. Donc voilà un premier chapitre sur la question de l'extraction massive de matières premières, bon, avec des faits, hein, le fait que le passage au XXe siècle, on a consommé à peu près 30 fois plus de minerais et de métaux que précédemment. Le fait que le béton se soit imposé comme le premier matériau au monde, hein, c'est 4 milliards de mètres cubes par an, alors que le plastique, c'est 9 milliards pardon, depuis son invention. On parle tout le temps du plastique, mais en réalité, le plastique représente peu de choses. Vous voyez qu'à la COP, on va beaucoup là parler du plastique, et voilà, et comment ce matériau est devenu hégémonique et comment il règne finalement sans autre forme de partage sur l'ensemble de la planète, voilà, et quelle responsabilité on a nous là-dedans. Donc, dans la première partie, je m'intéresse beaucoup à la question de la traçabilité des matériaux, le fait qu'on vive dans des contextes matériels, enfin, on vit dans un monde qui est très matériel, mais qui est de plus en plus abstrait, en étant, nous, professionnels de l'espace, totalement incapables de retracer finalement ces chaînes de valeur qui partent de la matière première jusqu'aux matériaux qu'on va prescrire et qu'on va faire mettre en œuvre par d'autres. Donc pour moi, il y a une nécessité à la fois écologique, mais aussi morale, à s'intéresser à ce monde des matières et à se demander d'où elles viennent, comment elles ont été extraites, comment elles ont été transformées, etc. Le deuxième chapitre, je suis un peu vite, excusez-moi, on ait du temps de discussion. Le deuxième chapitre est consacré à des questions d'éthique environnementale et à la place des autres êtres vivants. Et un des points qui m'intéresse beaucoup, c'est de critiquer la notion de ressources naturelles, parce qu'on a tout un tas de discours sur il faut gérer les ressources naturelles, il faut prendre soin des ressources naturelles. Mais les ressources naturelles, ça n'existe pas. Les ressources, c'est toujours des constructions sociales qui explicitent les relations que les sociétés ont vis-à-vis de leur milieu. Et donc, ce n'est pas juste protéger voilà, la ressource en eau ou la ressource en bois. Bien évidemment, les choses et les êtres du monde sont pour eux-mêmes ou par eux-mêmes des ressources ou ne sont pas du tout des ressources. C'est-à-dire, ok, on peut bien penser qu'il y a des ressources en bois, mais l'arbre n'est pas a priori une ressource, la vache n'est pas a priori une ressource parce qu'on décide qu'elle l'est. Donc, il y a une espèce de schizophrénie, je trouve, parce qu'on a d'un côté des best-sellers sur l'intelligence des forêts, sur la manière dont les arbres communiquent entre eux, sur à quel point voilà, ils sont intelligents, et puis de l'autre côté, un discours écologique sur la construction en bois. Et, voilà, et comment on peut tenir les deux ensemble. Et je trouve que je pense que dans ce livre, il y a une critique de l'extractivisme, mais aussi une critique de certains positionnements de l'architecture écologique, moi je trouve très pauvre justement de s'arrêter à un discours sur les matériaux bio et géosourcés en parlant de leur performance, que le bois c'est des puits de carbone, que l'isolation paille elle est comme ci comme ça, c'est super important. Mais la question qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on a des responsabilités morales, est-ce qu'on a des devoirs envers ces êtres qu'on va utiliser comme des matériaux? Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir un peu partout dans le monde. Il y a tout un tas de sociétés où finalement on peut avoir des relations symboliques, religieuses, des formes de déférence, de respect, de considération envers des êtres vivants qu'on va instrumentaliser et qu'on va tuer soit pour les manger, soit pour s'en servir comme matériaux de construction. Donc on peut très bien construire en bois, mais avoir un autre type de relation avec les arbres. On peut construire en paille et avoir un autre type de relation avec les plantes. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'en est pas du tout là. Et c'est vrai que c'est un espace que je trouve intéressant d'investir parce qu'il enrichirait finalement notre gamme de relations avec le monde qui nous environne. Et je crois que l'objectif d'une société écologique, c'est pas simplement de redistribuer plus justement les richesses ou de partager plus équitablement ce qu'on appelle les ressources, mais de redéfinir un écosystème de relations avec le monde qui nous entoure.
écosystème de relations avec des humains, un écosystème de relations aussi avec de non-humains, sans pour autant sacraliser le vivant, comme on peut le voir aujourd'hui dans certains courants de la philosophie. Nous, on est lié à des pratiques de projet, et quand on fait du projet, on consomme. Voilà, on consomme de la matière, c'est de la matière inorganique ou de la matière organique. Donc voilà, si on veut pas couper d'arbres, bah, c'est pas utiliser de paille, de chanvre, mais pas non plus de béton. Bah, voilà, à un moment donné, c'est très compliqué. Donc comment on peut et puis pour avoir aussi fréquenté beaucoup de paysagistes, bah, c'est des questions qui se posent parce qu'ils travaillent avec des matériaux qui sont des matériaux vivants. Donc ces questions-là, ils se les posent bien à leur manière. Donc, pourquoi nous, on ne pourrait pas se les poser aussi d'une autre façon. Et puis la dernière partie, qui est peut-être plus proche du titre, là, bâtir avec ce qui reste, bah, je me pose une question de philosophie morale assez classique. Bah, c'est si on veut finalement, si on considère que les êtres et les choses du monde ne sont pas a priori des ressources, sur quoi on peut s'appuyer? Si l'arbre n'est pas une ressource, si l'épi de blé n'est pas une ressource, voilà, le bambou n'est pas une ressource, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Et puis deuxièmement, si on veut avoir le moins d'impact possible, bah, quelle est la pratique qu'on doit choisir? Et donc, je vous disais, un raisonnement classique de philosophie morale, bah, c'est un raisonnement conséquentialiste. Si alors, ben voilà, si toutes les choses et les êtres du monde ne sont pas des ressources, ben alors on peut considérer comme ressource tout ce qu'on a déjà transformé. Ça, il n'y a pas de problème philosophiquement pour considérer que la table, le verre, la montre, le pull, les montants de fenêtres sont des ressources. Ça, on peut tout à fait le qualifier de ressources. Donc, le déjà là, le déjà produit, le déjà transformé, c'est des ressources. Et même raison, si on veut avoir le moindre impact possible, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, consommer le moins de matières premières nouvelles possibles et donc partir, encore une fois, de tout ce qu'on a déjà produit. Et c'est la raison qui me conduit dans ce livre-là à faire du réemploi, ce que j'appelle la ressource première, c'est-à-dire la pratique première qu'on devrait mobiliser et la matière qu'on devrait mobiliser en premier lieu. Donc, je cherche un critère pour discriminer entre des manières de faire. Voilà, on peut construire en bois, on peut construire en paille, et tout ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais comme mon raisonnement, c'est de dire quelle est la pratique de moindre impact, et ben, finalement, pour moi, la pratique de moindre impact, c'est celle qui va du côté du réemploi. Et je terminerai juste là-dessus. Ce n'est pas le réemploi en tant que tel, parce que bien évidemment, il faut repolitiser, je vous disais, les questions de métier, il faut repolitiser les pratiques, il faut repolitiser le rapport à la matière, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de grands groupes du BTP qui trouvent que le réemploi, c'est hyper bien. Voilà, moi, je me suis retrouvé dans un débat à côté d'un directeur d'un très grand groupe du BTP, il était plus radical que moi. Donc je me suis dit, il y a quand même un problème. Et c'est bien évident aujourd'hui que tout le discours sur l'économie circulaire peut être un très beau paravent à de l'économie linéaire, c'est-à-dire, regardez, je vais vous montrer comment on va arriver à 5%, à 10% de réemploi dans nos façons de faire, parce que derrière, on construit encore plus en neuf, donc on a encore plus de matière à réemployer. Donc, quelle organisation professionnelle, quelle feuille de route politique on se donne pour repenser en fait notre métier, notre vocation, ce qu'on a envie de produire? Pour moi, c'est des questions qui sont tout à fait fondamentales. Et donc, il faut reconnecter ces enjeux de matérialité à un agenda politique beaucoup plus explicite. Sinon, on va se faire réabsorber par tout ce qui existe déjà. Et puis, pour bien connaître de l'intérieur les pratiques du réemploi, les stratégies de massification du réemploi dont on parle aujourd'hui, elles portent ce risque-là, de retomber dans des formes d'industrialisation du réemploi au moment où on se pose des questions fondamentales sur comment est-ce qu'on a envie de travailler et c'est quoi les valeurs qu'on a envie de porter. Et on est en train de dire, c'est bien sympa vos petites formes de bricolage, mais il faut changer d'échelle,
pour peser véritablement. Et si vous voulez changer d'échelle, ben, faut standardiser et massifier vos pratiques. Et je comprends à 100% les gens qui disent ça. Et dans le fond, je n'ai pas d'objection, sinon une objection politique, en disant non, moi je crois qu'on n'est pas à ce moment-là. On est dans un moment où on a besoin de se reposer des questions pour savoir ce qu'on a vraiment envie de faire. Voilà, j'ai essayé d'aller très vite. Je ne sais pas si c'était exhaustif ou pas, mais voilà pour cette petite présentation de l'ouvrage. Je vais peut-être compléter la présentation. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Merci Philippe, merci de m'avoir donné l'occasion de lire ce livre très beau. Et c'était très intéressant de t'entendre en parler, parce qu'il y a des choses en plus là qui ne sont pas dans le livre, et peut-être qu'on aura l'occasion d'échanger. En tout cas, je vous invite tous à vous précipiter. C'est un livre vraiment enfin, comme on a pu le percevoir à l'instant, un livre très senti. C'est pas un livre théorique. C'est pas un livre, il a une dimension manifeste, mais en tout cas, c'est un livre assez personnel et dont on sent vraiment qu'il est vécu de l'intérieur, si je puis dire. C'est un livre qui est, c'est un plaidoyer quand même très clair, très précis, très argumenté, en faveur d'une architecture qui est consciente des ressources que sa fabrication nécessite. Peut-être je redis ce que tu viens de dire, hein, mais consciente des impacts écologiques, mais aussi sociaux, ça tu l'as rappelé, et je pense que c'est un des grands intérêts de ton livre, c'est-à-dire de t'intéresser aux impacts sociaux aussi qu'implique la production des matériaux et leur façonnage. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que comme tu l'as rappelé à l'instant, c'est appuyé sur une expérience. Alors tes expériences que tu viens de nous raconter ne sont pas aussi précisément racontées dans le livre, mais on perçoit quand même cette expérience, et je dirais une double expérience. Tes voyages à l'occasion des documentaires que tu as rappelés, que tu as réalisés pour Arte. Tu parles des paysages réciproques de Jane Hutton, qui est un livre récent, très, très, très beau, et que tu cites dans ton livre. Ces paysages réciproques, c'est-à-dire l'idée que quand on construit quelque chose à un endroit, eh ben, ça a un impact sur d'autres paysages. C'est-à-dire que la transformation d'un paysage en un lieu a des transformations de par l'extraction des ressources sur d'autres lieux. Donc on transforme d'autres paysages. Et ces transformations, ces paysages réciproques, on peut dire que tu les as vécus. Et que quand tu parles, toi, des dégâts qui sont situés à des milliers de kilomètres, par l'extraction des matériaux et des ressources qui nous servent ici, et que nous consommons à l'excès dans le nord global, et ben, tu les as vus. Et alors, tu ne nous les décris pas, mais on perçoit très bien à la lecture de ton livre que tu les as vécus. Mais c'est aussi l'expérience de construction de la ferme du rail, dont tu n'as pas parlé à l'instant, mais qui est quand même un élément important, une expérience importante dans ta vie. Et donc, on peut dire que tu connais à la fois les sites d'extraction et les sites de mise en œuvre. Et je pense que c'est ce qui fait la richesse de ton livre et qui en fait peut-être une synthèse entre tes deux précédents livres qui sont Habiter le monde, issus notamment des voyages et des reportages que tu as fait pour la série Arte, qui est paru aux éditions Actes Sud en 2019, mais aussi le livre que tu as écrit avec Clara Ciné, La ferme du rail pour une ville écologique et solidaire, également paru aux éditions Actes Sud en 2022. Donc c'est un peu une synthèse entre les deux. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec cette lecture. Un livre de témoignage et d'engagement, un livre qui fait du bien, comme le discours qu'on vient d'entendre, je trouve, qui rappelle tranquillement des évidences connues depuis les débuts de l'industrialisation et dont on s'étonne toujours de la pertinence un siècle et demi après. Alors il y en a beaucoup, des citations, elles sont toujours courtes, extrêmement précises, concises, très bien choisies, comme celle-ci, mais j'aurais pu en choisir d'autres, celle, page 22, de William Morris, un texte qui date de 1870, mais qu'on aurait pu écrire aujourd'hui, que tu aurais pu dire, je pense, à l'instant. On produit beaucoup trop, le marché est saturé, et tout cela ne donne rien. Ne voyez-vous pas le gaspillage de travail, de savoir-faire, d'intelligence? Tranchons le mot, le gaspillage de vie. 1870. Voilà pour le contexte, en gros. Alors moi, j'ai 3 questions à te poser, une par chapitre. Voilà. Donc, je vais revenir un peu sur la structure de ton livre. Donc, pardon si je suis un peu redondant.
Donc le chapitre premier dont tu as rappelé l'essentiel s'appelle L'art de creuser sa tombe. C'est un chapitre qui est une attaque en règle, tu l'as rappelé, contre l'extractivisme, dont se rendent coupables aussi les architectes. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, tu n'as pas cette attaque ad nominem sur certains architectes, mais en tout cas, tu considères que l'extractivisme, les architectes, depuis qu'on pratique l'extractivisme, les architectes en sont complices. Et j'ai trouvé intéressant de mouiller, en quelque sorte, les architectes. Et la grande force de chapitre réside, selon moi, dans le fait que tu n'as pas opposé les bons et les mauvais matériaux. Les matériaux qui seraient issus de la biomasse et les matériaux que l'on pourrait qualifier de non renouvelables, comme par exemple le bois et le béton. Tu le montres très bien, chiffre à l'appui, tu l'as rappelé, le béton est un matériau catastrophique, dans le sens où il engendre des catastrophes écologiques et humaines, et qu'il est addictif. Mais le bois, c'est pas beaucoup mieux. Dès lors qu'il amène à modifier les forêts, à remplacer les feuillus par des résineux, et tu rappelles tous les dégâts écologiques de telles monocultures. Donc j'ai trouvé très intéressant de ne pas opposer, comme on le fait souvent, les matériaux biosourcés de cet horrible matériau qui est le béton. Et c'est donc bien le rapport aux matériaux qui est à revoir et non seulement leur choix. Il faut apprendre à bâtir avec ce qui reste, c'est le titre de ton livre, c'est-à-dire sans dégrader l'environnement. Ce qui reste désigne encore dans ce chapitre, dans ce premier chapitre, dans le chapitre 3, c'est plus précis, ce que la planète peut raisonnablement consommer et produire. Ce qui reste, ce ne sont pas les bâtiments, ou pas encore, et les situations construites qui existent déjà et qui ont perdu leur usage et qui ne servent plus et qui font l'objet du chapitre 3. Alors j'en viens à ma première question, pourquoi ne pas être parti de là? Pourquoi ne pas, comme par exemple aujourd'hui Charlotte Malterbart, que tu cites, le fait de considérer que finalement le postulat principal auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est le fait que nous sommes déjà servis, que nous évoluons déjà dans l'excédent, que la démographie n'augmente plus, peut-être le nombre de divorces, lesquels augmentent les besoins en nombre de logements, mais pas forcément la totalité de leur surface, et qu'il n'est donc peut-être plus nécessaire, c'est en tout cas le point de vue de certains, notamment Charlotte Malterbach, peut-être avec des excès, mais en tout cas, elle revendique, et elle n'est pas la seule, de ne plus construire aujourd'hui de nouveaux bâtiments. Dans le chapitre 3, le sens que tu donnes à ceux qui restent, tu l'as rappelé, c'est bien les existants. Il s'agit de tout ce que nous avons déjà produit, c'est page 73. Mais ne penses-tu pas qu'une telle approche, qui met d'emblée en avant la transformation et le réemploi, exclut d'emblée l'éco-construction? Et finalement, le premier chapitre est une critique d'une forme de l'éco-construction, mais est-ce que finalement, en prenant comme postulat de base qu'il faut moins construire, ou pour certains, ne plus construire, est-ce qu'il n'y a pas un renversement de point de vue plus radical à proposer en partant justement du fait que, d'une certaine manière, l'éco-construction ne serait peut-être purement et simplement plus valable. C'est en tout cas le point de vue de Philippe Biwix dans son livre, qui n'est pas tout à fait le dernier, l'avant-dernier, qui s'appelle « La ville stationnaire » et où il oppose, l'analyse, mais en les opposant, l'éco-construction, le réemploi et la transformation. Et il considère qu'aujourd'hui, le plus efficace, et de loin, c'est la transformation. Enfin, dans l'ordre, en gros, numéro 1, la transformation, numéro 2, le réemploi, et numéro 3, vraiment en dernier, l'éco-construction. Alors, le plus efficace pour réduire l'empreinte carbone. Alors, j'aimerais bien, c'est ma première question, t'entendre là-dessus. Est-ce que, finalement, le chapitre 3 n'invalide pas, d'une certaine manière, le chapitre 1? Oui, parce que c'est vrai que dans le chapitre 3, je fais cette classification aussi. Je ne m'attarde pas longtemps dessus. Et c'est vrai que je dis, d'abord, quand on regarde la gamme des attitudes qu'on pourrait avoir, ce serait d'abord ne pas construire et de transformer, de valoriser, de maintenir, parce qu'il y a beaucoup de discours maintenant très intéressants sur la question de la maintenance, de maintenir en état le maximum l'existant. Et puis, s'il faut intervenir, on intervient pour réparer, voilà. Et si ce n'est pas possible, on réemploie. Et si vraiment on ne peut pas réemployer, alors oui, on pourrait aller
vers l'éco-construction. Je ne sais pas si ça... Je sais... Alors, oui, j'aurais pu commencer le livre comme ça, mais je crois que si je l'avais commencé comme ça, j'aurais peut-être une ouverture moins grande sur les questions qui m'intéressent, sur qu'est-ce que ça veut dire une ressource, comment est-ce qu'on peut penser philosophiquement ce que c'est qu'une ressource, toutes ces questions d'éthique environnementale et de relations vivants. Je ne sais pas si elles auraient pu être, euh, être honorées de la même, voilà, de la même manière, et peut-être ça aurait un peu trop fait, enfin, discours de professionnels de la profession, et peut-être très centré sur les architectes. Mais en tout cas, oui, c'est pas une position que je récuse. Hein. C'est évident que c'est la position à laquelle j'aboutis à la fin. Mais peut-être l'autre réponse, alors ça a l'air un peu prosaïque, mais il y a quelque chose d'un petit peu didactique dans le livre, parce que c'est un livre que j'ai écrit en pensant toujours à mes étudiantes et à mes étudiants. Et en disant, ben voilà, je vais donner dans ce livre un certain nombre d'outils qui permettent de réfléchir. Voilà, donc moi, il y a une progression, et puis en même temps, voilà, il y a un matériau qui est là, dont on peut se saisir et qu'on pourrait conduire dans des directions un petit peu différentes. Voilà, moi, j'aboutis à ce positionnement-là à la fin, mais si celles et ceux qui lisent finalement bifurquent après la première partie ou après la deuxième partie, dans le fond, ça me va aussi, en fait. Ouais, je crois que ce que j'avais envie, c'était un petit peu d'outiller. Tu vois, tu disais, les citations, elles sont courtes. Il y a pas beaucoup de notes en bas de page. C'est un livre, je crois, qui est assez lisible et qui ne demande pas, par exemple, une connaissance philosophique particulièrement soutenue, ni de l'histoire de l'architecture, ni des pensées d'écologie. Et voilà, donc je crois que j'avais envie d'aller explorer ces questions-là un petit peu aussi parce que, par exemple, sur l'extractivisme, moi, j'ai beaucoup de discussions avec des géographes. Je discute beaucoup avec d'autres disciplines. Et du coup, la matrice de mes réflexions, c'est pas forcément l'architecture. Donc, commencer par la troisième partie, ça aurait, ouais, je pense que ça aurait pour moi fermé quelque chose que j'avais envie d'ouvrir pour plein de raisons. Voilà. Ok, merci. Mais peut-être que je suis peut-être moi-même enfermé dans ma lecture d'architecte, à savoir que je l'ai lu pas comme une apologie de l'éco-construction, ce premier chapitre, mais en tout cas, il fait écho à ça. C'est une réflexion aussi sur la construction bois, sur la construction paille. Enfin, on peut l'interpréter de cette manière-là, non? Oui, mais c'est des pratiques. Enfin, moi, il y a beaucoup de gens que je connais, mais y compris voilà, dans cette école, qui sont engagés dans la construction bois ou dans la construction paille ou d'autres dans la construction en terre. Et c'est que des gens dont j'admire énormément le travail et l'engagement. Et je peux avoir des différends philosophiques sur certains positionnements, mais pour autant, je n'ai que de l'admiration et du respect pour ce qu'ils engagent et pour leur courage, quoi. Donc, voilà, il y a des gens avec qui, par exemple, je suis vraiment pas d'accord, mais pour autant, j'ai envie de partager cet espace avec eux, quoi. Donc, oui, c'est aussi il y a à la fois une défense de l'éco-construction, une critique de l'éco-construction. D'accord, Ouais. ça me va. J'en viens à ma deuxième question, qui a trait au chapitre 2, qui lui est consacré, tu l'as rappelé, à la notion de ressources naturelles. Tu commences par une clarification, tu proposes de ne plus opposer l'extractivisme à la protection de la nature, mais plutôt à l'exploitation raisonnée. L'extractivisme consiste à exploiter la ressource jusqu'à l'épuisement et l'exploitation raisonnée se préoccupe du renouvellement de la ressource.
Tu proposes ensuite une conception de la ressource qui ne s'agirait plus ni de préserver ni de bien gérer, les deux étant une manière finalement de maintenir l'exploitabilité de tous les êtres du monde, ce que tu as très bien redit dans l'introduction il y a un instant. Et tu proposes de revenir, alors j'ai trouvé ça très intéressant, l'origine étymologique du mot ressources, et tu reviens à l'origine latine du mot ressources, qui est donc resurgere, qui signifie se rétablir ou se relever de quelque chose. Et ainsi, je te cite, d'entrer en relation avec le monde autrement que par l'exploitation. C'est page 54. Alors, Émilie H., tu cites une écoféministe, celle que j'ai lue récemment, c'est Émilie H., a publié un livre que j'ai trouvé absolument passionnant, que tu as peut-être lu, qui est très récent, il y a quelques mois, qui s'appelle « De la génération », enquête sur sa disparition et son remplacement par la production. Et elle s'intéresse aux mythes fondateurs des civilisations et oppose les récits de création ex nihilo, au récit de régénération. Et elle considère qu'il y a deux types de sociétés, en fait, de monde, deux visions du monde. Une première qui se soucie d'inaugurer des mondes, et la seconde qui se soucie de la reproduction et des conditions d'existence de ces mondes. Mais elle distingue aussi, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant et peut-être plus opératoire pour nous architectes, elle distingue aussi deux registres de rites qui accompagnent ces visions du monde. Et c'est un peu ma question, puisque tu te poses, et c'est très présent dans le livre, la question de la profession d'architecte et de quelle manière les architectes peuvent s'approprier et prendre en charge un certain nombre de ces questions, qui sont des questions importantes, on s'en doute. Et ma question, c'est est-ce que les architectes ne pourraient pas aussi, au-delà d'une responsabilité revendiquée et d'un partage avec le monde humain, c'est l'objet de ton deuxième chapitre, de contribuer à instaurer de nouveaux rites liés à l'acte de bâtir. Les rites que nous pratiquons sont les rites de construction que nous pratiquons. Généralement, c'est les poses de première pierre ou bien les coupes de ruban le jour de l'inauguration. Autant de rites qui survalorisent la création ex nihilo, l'instauration de mondes nouveaux, autonomes, venant remplacer le précédent. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres rites à proposer qui seraient des rites de perpétuation? Le rôle des architectes est bien sûr de concevoir et d'accompagner la fabrication de situations construites en limitant les impacts carbone, mais tu le dis toi-même, cela ne suffit pas, et tu l'as rappelé un instant. Et je te cite, page 57-58, « La question des ressources ne se limite pas au choix de matières premières et des sources d'énergie, en substituant les renouvelables aux non renouvelables et en calculant les bons ratios de consommation. Elle relève d'un questionnement plus fondamental sur notre lien à la vie dans sa dimension biologique et sociale. » Alors, toi qui as exploré toutes sortes de manières d'habiter dans le monde, n'as-tu pas identifié quelques rites qu'on pourrait appeler rites de perpétuation et qui pourraient nous inspirer? Tu évoques, par exemple, page 66, des symboles traditionnels de transmission des habitants des montagnes du nord de Kyoto ou des îles artificielles sur le lac Titicaca. Est-ce que ces symboles sont aussi accompagnés de rites d'édification? Alors, merci, c'est très bonne. C'est des questions c'est vrai que c'est des questions qui m'intéressent beaucoup. Je trouve que, bon, finalement, après avoir fait cette série Habiter, où j'ai fait 30 films, je me suis aperçu que finalement, notre conception de l'habiter, même si on avait des philosophes qu'on avait beaucoup parlé, elle était somme toute assez pauvre. Et voilà, je suis allé plusieurs fois en Afrique de l'Ouest, participer à de la construction terre et voir à quel point, en fait, le chantier, c'est une sorte d'œuvre d'art totale, où il y avait des questions religieuses, des questions de filiation, des questions politiques, des questions de genre, enfin, et que c'était vraiment une manière, le chantier, c'était vraiment une manière de faire société qui impliquait tout le monde, avec beaucoup d'échanges autour des questions techniques, et bien évidemment jamais que ça. Et donc ça m'a complètement fasciné, parce que je me dis, bah, finalement, nous, on est peut-être super fort pour construire comme ci ou comme ça, mais on n'a pas ça. Et puis là, tu citais voilà, des îles artificielles qui sont faites en jonc, et là, il n'y a pas véritablement de rituel à proprement parler, mais il y a des formes d'attention et de respect qui sont très fortes. Moi, je me rappelle d'un
un Indien Ouros là, qui m'a dit le Totora, c'est le nom de ce jonc, c'est mon père et ma mère. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est mon père et ma mère. Et voilà, c'est finalement c'est cette plante qui rend notre vie possible, qui est à la base de de l'île sur laquelle on se tient, des habitats qu'on construit, et aussi en partie de notre alimentation, de notre production d'artefacts. Cette plante, elle est au cœur de nos vies. Et on a des obligations, voilà, vis-à-vis d'elle. Et c'est ce que je disais là tout à l'heure, pourquoi nous, on n'arrive pas à aller de ce côté-là? Pourquoi, alors que finalement, on voit tant d'efforts qui ont été faits pour valoriser des matériaux biosourcés, parfois on retombe dans l'écologie de la calculette en parlant des performances voilà, il y a tellement de choses à réouvrir qui enrichiraient notre expérience du monde. Et le cas du Japon, bah, c'est intéressant parce que c'est un pays qui est très développé, qui est très technicisé, et où là il y a des rituels en fait pour aller couper des cèdres, pour aller juste les honorer. Il y a eu une attention qui est présente aux gestes, au savoir-faire, aux artisanats, et il y a toute une culture en fait qui s'est développée autour de cet arbre et de toutes les façons dont on peut se rapporter à lui. Du moment où on le croise dans une forêt ou où on le retrouve dans le tokonoma, voilà, dans une maison entre guillemets traditionnelle japonaise. Et donc cette question des rituels qu'on cherche à instituer, elle est, je crois, au cœur aussi des récits et des repositionnements écologiques contemporains. On l'a vu, par exemple, en Islande, avec des glaciers qui sont morts et des habitantes et des habitants qui vont faire un pèlerinage sur ce glacier pour raconter quelque chose, pour se raconter quelque chose. Et on est à un moment, comme on n'a pas changé de paradigme, on voudrait changer de paradigme, mais on est toujours dans le même paradigme productiviste, on a besoin justement de ces espaces qu'on peut investir symboliquement pour redéfinir voilà, notre rapport au monde. Et voilà, tu citais Émilie H. Bah, c'est une autrice que je ne crois pas la citer dans ce livre-là, mais que j'aime beaucoup. Puis elle a écrit un livre qui s'appelle Ce à quoi nous tenons. Et il y a cette idée du lien qui peut se faire dans la proxémie, dans le proche. C'est pas forcément. Voilà, il y a eu plein d'auteurs sur le vivant. On va regarder des loups, on se regarde dans les yeux, on comprend plein de trucs. Moi, j'habite dans le 19e. Bon, il n'y a pas vraiment de loups, il y a beaucoup de pigeons, il y a pas mal de rats. Mais il y a aussi beaucoup de choses auxquelles je tiens. Et comment dans cette relation-là, il y a quelque chose qui peut se développer et se développer collectivement, ça m'intéresse beaucoup. Et cette idée-là, elle vient aussi de mon intérêt pour la question de la justice environnementale, pour voir que quand il y a eu des cas, par exemple, d'empoisonnement au plomb ou des cas de pollution massive dans des quartiers qui étaient très défavorisés, aux États-Unis, on a plein d'exemples connus, mais c'est vrai, si on fait une cartographie des incinérateurs autour de Paris, on verra qui sont dans les communes les plus pauvres. Les communes les plus pauvres, c'est aussi celles qui sont le plus exposées finalement aux produits toxiques. Mais quand les gens le découvrent, en fait, ils montent très fortement en compétences. En fait, ils deviennent des citoyennes et des citoyens aguerris dans le combat écologique parce qu'ils se battent pas pour des abstractions. Ils se battent pour ce qu'ils aiment, ils se battent pour les choses qui sont et pour les êtres qui sont proches d'eux. Et voilà, moi je crois beaucoup, je crois beaucoup à ça. Donc cette idée du rituel, là, c'est toi qui en parles, j'en parle pas du tout dans le livre, mais ça rentre vraiment en résonance avec ce qui m'intéresse. Et bon, il y a quelques années, j'étais parti sur une idée que j'ai vraiment pas pu mener à bien, mais je voulais créer une sorte de coopérative d'architectes qui achèteraient des forêts et qui ne pourraient prendre
que le bois de leur propre forêt, mais qui devraient aussi gérer ces forêts. C'est-à-dire, si on prend, on rend, et on ne rend pas de façon abstraite comme dans la compensation carbone, on rend par de la présence, par du travail, par du concernement. Voilà, on est dans ces forêts, on s'occupe de ces forêts. Donc, je n'ai jamais pu monter ce truc-là, mais l'idée me plaisait beaucoup. Parce qu'il y a quelque chose, oui, qui est d'une sorte de rituel aussi, et qui changerait tout dans notre façon de pratiquer. Mais ma question, pour être plus précis, c'est est-ce que les architectes auraient aussi vocation à inventer ou réfléchir à ces rituels dans les constructions? Est-ce que c'est pas aussi leur rôle? Si, c'est des rituels qu'eux pourraient avoir, mais des rituels qui pourraient aussi nous faire partager et qui justement créeraient de la relation là où on ne la voit pas ou là où on ne la voit plus. Et encore une fois, l'écologie, c'est une écologie des relations. En fait, ce qu'il faut renouveler, c'est pas seulement, c'est pas avoir des super objets ou des performances, c'est l'ensemble des relations qui nous unissent déjà entre nous, puis aux choses et aux autres êtres. Donc, pourquoi cette... Et puis ça, je trouve que c'est une question qui est super importante, parce que si on se dit, OK, finalement, la construction en neuf, elle est plus du tout au centre, en fait, de la définition de ce que c'est que l'architecture. Et je pense que beaucoup de gens le perçoivent, enfin, beaucoup d'entre nous, de gens, je ne sais pas, mais beaucoup d'entre nous, on se dit que la construction neuve et peut-être même la construction tout court, c'est pas forcément ce qui est au centre de notre discipline et de notre vocation. Bah, du coup, qui on est alors? Qui on est et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on propose? Et on a énormément de choses à proposer, mais il faut aller les expérimenter. Et ça, ce dont tu parles, bah, ça pourrait être une très belle mission qu'on pourrait se donner ou nous donner, ou en tout cas dont on pourrait discuter, disant bah, comment justement on va aider les autres à créer ces relations fondamentales à travers quelque chose qu'on peut appeler rituel ou autre, mais ouais, ça me plaît beaucoup. Bon, alors j'en viens à ma troisième question, mais je vais essayer d'être rapide, ce qui laissera du temps à la discussion collective. Donc, j'ai dit une question par chapitre, donc j'en viens au troisième chapitre qui s'appelle « Ne plus rien prendre à la terre ». C'est un chapitre qui s'ouvre par un inventaire de quelques mouvements anti-extractivistes, les soulèvements de la terre parmi eux, ou Keep It in the Ground, qui a inspiré le titre du chapitre. Tu précises alors que la meilleure manière de ne plus rien prendre à la terre est de ne plus construire et de maintenir en état les existants. Bon, tu passes peut-être un peu vite sur le fait que on ne peut pas tout le temps utiliser les existants et qu'il va falloir quand même construire et que ça t'amène à te concentrer sur la question du réemploi. Tu précises d'emblée qu'une telle approche implique de s'extraire complètement, et tu l'as rappelé tout à l'heure, du productivisme ambiant. Tu nous mettrais justement en garde contre le vocabulaire minier. C'est des pages que j'ai trouvées très, très justes et très pertinentes. Ce vocabulaire minier qui est encore employé par les défenseurs du réemploi, c'est-à-dire la ville comme gisement ou la ville comme carrière. Et tu as des pages très intéressantes sur le primat de la forme sur la matière qui s'impose depuis l'Antiquité. Donc là, j'ai trouvé que c'était très pertinent. Et sur la nécessité aujourd'hui de s'en défaire, ce qui n'est pas facile quand même, c'est-à-dire 2 millénaires d'habitudes prises où la forme l'emporte sur la matière, dont il nous revient aujourd'hui de revenir. Et tu proposes, en t'appuyant sur le livre Faire de Tim Ingold, de repenser l'architecture, alors c'est moi, je te cite là, de repenser l'architecture moins comme une projection de l'esprit dans une matière inerte que comme un processus de création où des savoir-faire, des forces et des matériaux se conjuguent. Pour sortir des logiques capitalistes et industrielles, tu proposes de considérer le réemploi comme une manière de braconner, un mot que tu empruntes à Michel de Certeau. Et tu poursuis par un éloge du chiffonnier, puis du glaneur, ainsi que par une réflexion très stimulante sur l'acte de collecter. Tu écris « collecter », donc je te cite, page 96, « collecter, c'est aussi sauver de la destruction et de l'oubli des matériaux qui portent une protestation sourde de l'homo detritus. C'est témoigner au tribunal de la construction
du gâchis et de la violence de nos pratiques. Tu présentes ainsi la collecte et le glanage, faire comme on peut avec ceux que l'on a, comme un point de départ pour repenser les fondements de la profession d'architecte. Ça, c'est explicite dans ton livre. Et c'est une très belle conclusion, puisque c'est là-dessus que tu conclus ton livre, qui en appelle à Platon, à la mythologie grecque, et qui nous compare à Eros, fils de Poros, lui-même fils de Métis, le dieu de la ruse, et Marie de Peña, la déesse de la pauvreté. Et tu as cette phrase magnifique, le désir naît du manque et non de l'opulence. Donc c'est, je pense, très stimulant pour les architectes, et c'est la conclusion. Mais ma question est la suivante, c'est une interrogation. Peut-on encore envisager la ruse et le désir du réemploi de la même manière qu'ils ont été pratiqués depuis l'Antiquité et en gros jusqu'au XXe siècle? Est-ce que l'état de contamination sur lequel tu reviens assez peu, état de contamination du monde dont on hérite, nous oblige pas à attendre avant de pouvoir envisager les existants comme des ressources? Est-ce que c'est si immédiat que ça? C'est-à-dire que on a aujourd'hui un héritage qui est quand même extrêmement contaminé, pollué, dans un état absolument catastrophique. Et souvent, l'urgence, c'est d'attendre, c'est de mettre en attente un certain nombre de ces matériaux par la phytorémédiation, la myco-remédiation. Il y a beaucoup de remédiations qu'on est en train aujourd'hui de remettre en selle, ou bien attendre simplement que la nature fasse son œuvre. Tu le rappelles très bien, le XXe siècle n'a pas été seulement le siècle durant lequel on a le plus construit, c'est aussi celui qui a laissé derrière lui le plus de dégâts. Pollution, infection, intoxication, c'est des mots qu'on entend à peu près tout le temps. Et on en découvre tout le temps, des nouvelles intoxications. On découvre maintenant, par exemple, les méfaits du béton, des nouvelles maladies, enfin pas des maladies, des pathologies, tout à fait, donc on en découvre tous les jours, en fait, de ces infections, intoxications, contamination. Et donc, il faudra sans doute du temps pour rendre tous ces héritages vivables. Et est-ce que ça ne serait pas aussi le rôle de l'architecte, c'est une question que je me pose, que d'accompagner le démantèlement et la dépollution progressive de nos environnements? Une telle éthique, je reprends ici ton mot, puisque tu conclus sur la recréation d'une éthique pour la profession d'architecte, appelle peut-être d'autres ruses que celles de la collecte, du glanage, du réemploi et de la réutilisation. Elle appellerait peut-être des ruses de longue durée, bien plus qu'une génération, en association étroite avec la nature et le vivant. Oui, absolument. En fait, j'ai pas parlé de ces dimensions-là, mais elle pourrait. Et d'ailleurs, j'ai même pas cité ceux qui en parlaient, parce que le bouquin d'Alexandre Monin, héritage et fermeture. Donc, en disant que finalement, l'action qu'on doit nommer, qu'on doit opérer, c'est aussi de ne pas reconduire un certain nombre de choses et de savoir comment on va gérer finalement ces produits, ces environnements, ces dispositifs toxiques, voilà, dont on a hérité. Donc voilà, j'en parle pas et puis je souscris finalement pleinement à cette idée-là. De la même manière, je dis, bah voilà, il faut bâtir avec tout ce qui reste, mais en réalité, la réemployabilité, même des matières qui sont là, elle est sujette à discussion. Donc là, j'essaye d'inverser, voilà, la façon de poser la question, mais après, si on regarde dans le détail, en réalité, c'est beaucoup plus complexe parce que, et ça reprend là, je reprends ce que je disais au tout début de mon intervention en parlant de la violence. Je trouve ça intéressant de voir qu'il y a eu des générations de produits qui impliquent en fait leur destruction systématique, c'est-à-dire les montants de fenêtres qui ont été collés, on ne peut que les détruire. Voilà. Donc on peut pas les réemployer. Donc il y a des manières de construire, il y a des manières d'assembler, il y a des manières de penser la relation aux matériaux qui impliquaient de toute façon de la destructivité. Et puis voilà, là je suis en train de travailler sur un bouquin avec c'est un autre bouquin, j'en ai deux, hein, avec une géographe qui s'appelle Armelle Choplin, qui écrit sur le béton en Afrique de l'Ouest. Et voilà, on s'intéresse beaucoup au rôle des adjuvants, des cols, de tous ces produits qui finalement
ne permettent pas à la matière d'avoir une altérité, c'est-à-dire, voilà, je vais tout réduire en poudre, en bouillie, et puis je vais mettre des produits qui vont faire que la prise va être plus rapide, ou au contraire qu'elle va être plus lente, que ça va coller comme ci, qu'on ne pourra pas décoller. Enfin, et ça, en fait, voilà, là, il y a beaucoup de violence dans tout ça qu'il faut réussir à décoder. Et donc, bah oui, tout ce dont tu parles, c'est probablement, en fait, c'est probablement voilà, ce qu'il faut faire en premier. J'ai bien conscience d'avoir laissé de côté tout un tas de questions, puis c'est ce que tu disais en introduction, qu'on voyait que c'était un cheminement personnel. Donc voilà, il m'a mené jusque-là, et c'est vrai que les auteurs qui sont des auteurs sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, ben voilà, Walter Benjamin, qui est probablement le philosophe sur lequel j'ai le plus travaillé, qui a décrit l'historien matérialiste comme un chiffonnier qui va fouiller dans les poubelles de l'histoire des vainqueurs pour ressortir ce que d'aucuns ont considéré comme des rebuts, des déchets, et pour rétroéclairer un autre futur possible. Bah voilà, ça me parle. Hein, faire les poubelles pour aller trouver un élément subversif qui va raconter une autre histoire. Et Henry David Thoreau, dans un des derniers textes de sa vie, dont je ne crois pas que j'en parle, qui s'appelle Myrtille, pour moi un de ses plus beaux textes, parle de la cueillette des baies aux États-Unis, etc., et des pratiques des Premières Nations. Mais en fait, il a toute une réflexion politique sur comment le fait de cueillir nous met en relation finalement avec les saisons, avec notre environnement sensible et, voilà, et matériel, et comment c'est aussi un apprentissage qui suppose des nouvelles capacités d'attention, des gestes du corps, et il y a de la repolitisation là-dedans. Donc c'est vrai que voilà, ma trajectoire c'est celle-là, puis le livre il s'arrête là. Mais bien évidemment, si on veut rentrer dans des questions plus opérationnelles, cette idée voilà, de la fermeture d'un certain nombre de choses, de comment on gère aussi un existant qui est par exemple très pollué, qu'est-ce qu'on fait des sols très pollués, voilà, comment est-ce qu'on pense tout ça? C'est des questions qui sont absolument fondamentales, mais qui, à mon avis, ne sont pas opposées. Elles peuvent être développées en parallèle. C'est des espaces et puis d'ailleurs, on est en train de les investir, tous ces espaces-là, et un peu en archipel, hein, parce qu'il n'y a pas encore, voilà, un paradigme qui nous rassemble tous. Hein. On voit que certains s'intéressent au métabolisme, certains s'intéressent au vivant, voilà, certains rentrent par des matériaux en particulier. Donc, tout ça, c'est en ordre dispersé. C'est peut-être pas si grave, peut-être même c'est bien. Et donc voilà, je suis d'accord avec toi. C'est des choses dont j'ai pas parlé. Aussi peut-être parce aujourd'hui, elle me parle moins et que tout ce que j'ai raconté, c'est très nourri de mes expériences. Donc voilà, tu parlais de la ferme du rail. Bon, c'est vrai que le travail avec ma femme, c'est une grande source d'inspiration pour moi, de voir les questions qu'elle se pose. Voilà, c'est pas moi qui ai des idées, puis de voir ce que ça devient dans des projets. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt de voir les questions qu'elle se pose elle, et elle s'en est posée beaucoup autour du réemploi en fait, et autour des questions d'insertion. Et donc ça a été mon terrain, et c'est pour ça que voilà, ça occupe une place privilégiée. Et pour être honnête, si elle construisait en terre, probablement j'aurais eu plus de choses à dire sur la Terre. Et si elle démantelait des centrales nucléaires? Et si elle démantelait des centrales nucléaires, ben voilà. Donc voilà. Non, mais ma question, elle est assez simple. Tu parles d'une éthique. Je me demande si, parce que la cueillette que tu évoques, est-ce que c'est la même, l'éthique de la cueillette, est-ce que c'est la même quand les baies qu'on va cueillir sont la plupart du temps empoisonnées ou du poison?
Voilà. Ah, ouais. Et je me demande si dans cette éthique, puisque tu conclus là-dessus, il ne faudrait pas intégrer le temps long. Et ça, je trouve que c'est pour les architectes, c'est un bouleversement important quand même. Hein. C'est-à-dire, on est quand même toujours dans, même si ça prend du temps de construire un bâtiment, on le rappelle souvent, de faire un projet d'urbanisme encore plus, mais ça se compte en décennies, pas plus, alors que ces questions de dépollution, ces questions de décontamination, elles nous mettent dans des durées qui sont beaucoup plus longues, excèdent largement une génération. Oui, alors, en fait, bon, c'est vrai que j'y ai assez peu pensé. Euh, Cela dit, la question du temps, en fait, je pense qu'elle est centrale et je suis convaincu que c'est une des grandes batailles qu'on a à mener en fait dans le champ de l'architecture, qu'on s'est fait hacker le cerveau. En naturalisant l'idée que les chantiers devaient aller vite, voilà, parce que ça coûtait très cher. Et ça, je ne crois pas que ça soit une pensée qui soit intrinsèque à l'architecture. Je pense qu'elle vient d'ailleurs et que je ne sais pas pour quelle raison, je dis on, moi je ne suis pas architecte, mais je ne sais pas pour quelle raison les architectes s'en sont fait les garants et exercent des formes de pression pour que les choses se fassent le plus vite possible. Et que du coup, il y a un enjeu à reposer cette question du temps et à batailler. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, et puis c'était pas du tout mon propos, puis ça rentrait pas. Tu vois, quand tu dis les baies contaminées ou voilà, les sites contaminés, mais par exemple, dans les pages sur la réutilisation, en disant que moi je préfère la réutilisation où on va démonter par exemple des montants de fenêtres pour faire un autre objet, c'est un processus qui prend beaucoup plus de temps que de prendre des chiottes et de les remployer comme des chiottes ou des dalles de faux plafond et de les remployer comme des dalles de faux plafond, précisément parce que finalement ce qu'on va beaucoup payer, c'est la main-d'œuvre, donc on va réfléchir l'argent, mais qu'on va aussi passer beaucoup de temps. Et exploser le temps, finalement, exploser les temps de chantier, je me dis, c'est ça, en fait, la vraie bataille. En fait, c'est de reconquérir ce temps qui est nécessaire. Et puis, en fait, j'aurais pu en parler parce que la ferme du Rail, en fait, c'était sur un site qui était complètement pollué aux hydrocarbures. Et finalement, on a pris possession du site bien avant le début du chantier pour travailler avec la paysagiste qui travaillait avec nous sur ces questions de dépollution des sols et de considération sur les sols. Et on voyait bien que le temps en réalité de la dépollution des sols explosait celui du projet, en fait, du chantier. Et comment on porte ces questions-là et comment on peut aller reconquérir un peu de ce terrain-là qu'on a perdu, je trouve que c'est absolument fondamental. Merci pour cet échange très stimulant à tous les deux. Il y a peut-être des questions parmi l'auditoire. Chers amis, vous sentez tous un peu endormis? On a été trop long. Non, je ne pense pas. La question du temps. Des objections, hein. C'est pas forcément des. Moi, je ne sais pas si je suis. Ah si. Oui. Une question, c'est peut-être, je trouve des fois dans le projet, la réponse, comme on peut dire une voix au lieu de la mère qui est plutôt sobre, la réponse des usagers, des personnes qui finalement vont y habiter ou vont y aller, n'est pas la même. En fait, il y a quand même une valeur au neuf qui est présente dans notre société et qui est finalement c'est une qui aussi présente cette valeur. Comment vous expliquez, comment, en tant qu'architecte, on peut changer aussi ou expliquer cette valeur du remploi de valeur symbolique? Vous voulez dire les gens ils veulent du neuf, c'est ça? Ouais, mais bon, moi je crois que si on regarde les freins à l'éco-construction, au réemploi, à la réhabilitation, etc., c'est des freins qui sont majoritairement culturels. Et que c'est pour ça que ce que disait Paul, la question des rituels, elle est très intéressante sur d'autres façons d'instituer un autre regard, d'autres types de relations. Et souvent, le boulot qu'il y a à faire, c'est de changer les cadres de la discussion. Donc, OK, il y a plein de gens qui veulent du neuf, mais dans un monde qui sera de plus en plus contraint,
Et si on voit ce que ça représente le neuf, vous voyez, il y a Marx, il parle du fétichisme de la marchandise. Qu'est-ce que ça veut dire fétichisme de la marchandise? C'est que vous voyez le produit et il est super beau. Mais si vous saviez comment il a été produit, si vous voulez savoir comment les baskets Nike sont produites, ben peut-être que vous les aimerez moins. Et c'est pour ça que justement retracer les chaînes d'approvisionnement, ben, c'est important parce qu'on voit comment les matériaux ils ont été produits. Peut-être qu'à la fin, le bâtiment neuf ou la destruction de ce qui existe et qui a encore beaucoup de qualité, vous n'en voulez plus tant que ça. Et plus vous allez être informé, plus vous aurez des outils, justement, en tant que citoyenne ou en tant que professionnel, pour expliquer pourquoi c'est insensé de détruire un existant de qualité pour produire du neuf. Et ça suppose un travail de décortiquage, de démontage des discours qu'on entend. Il y a un collectif belge qui travaille sur les réemploi qui s'appelle Rotor. Et eux, ils sont intéressés à des destructions de bâtiments à Bruxelles. Et ils ont accumulé, en fait, tout ce qu'ils trouvaient qui justifiait la destruction du bâtiment. Donc, ça peut être dans des articles de journaux, ça peut être des documents professionnels. Un coup, c'est les normes, un coup, c'est le confort, un coup, c'est ceci, un coup, c'est cela. Puis, ils ont regardé ce qu'on construisait à la place. Puis, c'est des bâtiments qui ont à peu près la même tête. Donc, voilà, on a tout un registre de justification pour expliquer qu'il faut vraiment détruire, que c'est vraiment important de détruire. Voilà, donc plus on est conscient de tout ça, plus on peut... Puis voilà, ça fait clairement partie des missions de l'architecte. Une majorité des transactions immobilières se fait dans l'ancien, quoi qu'il en soit. Catherine. Merci pour la dernière intervention. Je vais peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je me demandais si dans vos recherches au Japon ou ailleurs, vous avez été amené à questionner la notion de prise en compte du temps et prise en compte du patrimoine élargi, que le patrimoine bâti, mais le patrimoine de l'environnement dans les sociétés, dans la notion de l'État. Est-ce que vous travaillez sur ces questions-là actuellement? Moi, je n'ai pas véritablement travaillé dessus, mais bien évidemment, il y a un enjeu à élargir la notion de patrimoine et à intégrer, en fait, et à intégrer des entités naturelles voilà, dedans et de voir que culturellement, ça existe ailleurs. Ça peut être un levier assez puissant pour transformer le regard qu'on a ici. Mais j'ai pas vraiment travaillé sur cette question-là. Moi, c'est ma question. Je me demandais si c'était pas une piste pour sortir d'un côté du chapitre 1 et du chapitre 3. Est-ce qu'il n'y avait pas ce mariage entre le temps et la relation à la matérialité du monde, mais aussi au monde du vivant en général, et au temps même de la matière, parce que vous parlez des choses qui sont collées, qui doivent être décollées pour devenir autre chose, mais côtoyer par exemple des restaurateurs d'œuvres d'art qui se penchent sur une œuvre d'art du XIIIe siècle, ils se posent la question de la matérialité et de son vieillissement, et de l'état initial du tableau et de l'état du tableau maintenant, et comment on restaure et comment on fait avec ce qui est déjà là. Il me semble que dans la pensée japonaise, il y a cette relation au questionnement du temps sur les choses, et du temps dans les relations aux choses. En tout cas, si j'allais dans cette direction-là, c'est des réflexions que je me suis faites, mais je les ai peu développées à l'écrit. Le hiatus incroyable entre les temporalités des différents êtres vivants, la temporalité par exemple des roches, la formation des roches et la temporalité des processus d'extraction et des projets. De voir que en fait, c'est juste incommensurable quand on voit les milliers d'années qui ont été nécessaires à la formation de certaines roches
et comment on va les extraire, ou même sur les énergies fossiles, c'est-à-dire finalement des milliards de plantes qui se sont retirées dans les sols pour former ces énergies fossiles et qu'on va venir extraire violemment, de mettre en relation ces temporalités, je trouve que c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il peut y avoir une forme d'accord, par exemple avec les arbres, sur justement les façons de les couper en envisageant leur temporalité propre? Oui, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup. Si on dit c'est pas juste une ressource, mais voilà, c'est quoi sa temporalité à lui et comment moi je m'y rapporte, et ça ne veut pas dire que je ne vais pas le couper. Je peux le couper, mais j'aurais intégré toute une autre gamme de réflexions. Mais vous avez raison, le Japon, c'est un bon endroit pour ça. Oui, madame. Ces pistes de réflexion aussi sur la question des programmes, en fait, du moment de la réflexion initiale d'un projet. D'une part, je pensais par exemple, je travaille beaucoup dans le territoire de la banlieue, où du coup on présente comme plutôt vertueux une reconversion d'un bâtiment industriel, où on produisait des chaussures. Moi-même, j'en félicitais en me disant que c'est très bien d'avoir fait un centre d'art. Et puis après, j'ai commencé à me dire depuis quelques années, mais en fait, on a quand même des chaussures, d'où elles viennent, c'est un peu l'exemple. Et donc de dire, mais ce fait qu'on a éloigné toute la production dans la production, ça veut quand même dire quelque chose, et il faut qu'on se questionne aussi sur ça. C'est-à-dire sur le fait qu'on le fait quand même ailleurs, on continue à porter des chaussures. Et donc, réfléchir à un nouveau programme, c'est un peu ce que vous disiez sur les éco-constructions, c'est-à-dire, oui, très bien la conversion, mais du coup, où est-ce qu'on les fait? D'où ça vient? Pourquoi on ne garde pas la production plus près du fait que dans la ville, il y aurait aussi un mélange de choses. Et donc, voilà, ça me donne encore plus de pistes pour poser les questions autrement, en fait, sur ce type de projet. Je trouve que c'est une question qui est vraiment importante. Et si on regarde les questions purement matérielles, parce que précisément, on vit... je trouve qu'on vit dans des mondes qui sont de plus en plus abstraits. Hein. C'est-à-dire que personne d'entre nous là ne pourrait tracer la provenance des matériaux qui constituent cet espace. Hein, s'il y a de l'aluminium, on ne sait pas d'où vient la bauxite, on ne sait pas où elle a été extraite, où elle a été transformée en alumine. Le granulat, on ne sait pas, on ne sait pas d'où ils viennent. Le sable, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas grand-chose en fait. Alors que bien évidemment, dans l'architecture dite vernaculaire, on est au cœur d'un écosystème matériel qu'on comprend beaucoup plus. Si je coupe trop d'arbres pour construire mon chalet dans les Alpes, tout le monde va le savoir. Et voilà. Donc, on a une conscience, on avait une conscience partagée des ressources qui constituaient notre environnement. Et du coup, des modes de gestion en commun qui étaient beaucoup plus forts, avec des enjeux économiques qui étaient plus partagés. Donc ça, c'est une chose. Et puis, pour aller dans votre sens, ça, c'est des choses qu'on a plus développées avec ma femme dans le livre sur la ferme du rail, et qui rejoint finalement la question un petit peu des... Ouais, c'est pas exactement des rituels, mais c'est vrai que finalement, dans les villes, on a externalisé tout ce qui nous posait problème, puis on les a mis dans des territoires servants, dont on consomme finalement la production, que ce soit une production agricole ou une production d'artefacts et d'objets. Et donc, on veut les chaussures, mais on ne veut pas les nuisances. Puis d'où ça vient, comment ça a été fait, ça ne nous intéresse pas tellement. Et peut-être que notre responsabilité d'architectes, de toutes celles et ceux qui sont engagés dans les professions de transformation de l'espace, c'est de recréer ces liens, c'est de montrer ces liens. C'est vrai que ce qui nous a intéressés dans l'expérience de la ferme du rail, c'était pas de dire tellement tiens, on a construit en paille parce que c'est un matériau qui est super, c'était évidemment ça, mais c'était de dire on va recréer des liens de solidarité avec un agriculteur
avec ce monde agricole qui est quand même très précaire et auquel généralement on tourne le dos. Et pourquoi les architectes, ça ne ferait pas partie de leur ligne de mission de créer justement ces solidarités-là. Et puis, pareil, le bardage du bâtiment qui est en rejet de châtaignier, bah, c'était de dire, voilà, on va venir en appui de quelqu'un qui a un type de pratique, justement, qui coupe ces petites branches, qui ne coupe pas les châtaigniers dans leur ensemble et qui les traite le moins possible. Et on va créer, voilà, on va créer ces réseaux-là et montrer ces liens-là. C'est vrai que, bon, mais maintenant, il y a quand même plein de territoires vous voyez, Est Ensemble, ils veulent pas trop, enfin maintenant, ils veulent garder des activités industrielles aussi, parce qu'après, il n'y a plus d'ouvriers non plus dans les villes. Hein. Encore une autre question. Donc, voilà, si on externalise tout et qu'on rend les choses encore plus abstraites, ça a aussi un impact sur la manière dont on vit ensemble dans deux villes. Hein. Merci pour ces éclairages. Philippe, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Au début de votre présentation, vous faisiez une critique que je trouve très intéressante des démarches de massification de l'emploi. Donc, je comprends très bien votre critique, mais l'alternative que vous proposez, c'est une démarche assez radicale qui consiste, si j'ai bien compris, à chercher à ne plus construire le moins possible. Mais sauf erreur de ma part, en tout cas hors des milieux peut-être académiques, architecturaux, très peu d'architectes sont prêts à adopter cette posture radicale qui consiste à ne plus construire. Donc, j'ai l'impression que ces postures radicales sont un peu une goutte d'eau dans un océan où on continue à construire en béton et dans le fond, rien ne s'améliore. Donc, ma question est, qu'est-ce que vous proposez pour embarquer les architectes avec vous et peut-être même massifier, mais d'une autre manière qu'avec l'industrie, ces pratiques vertueuses. Est-ce que c'est clair? Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est ma réponse qui ne va pas être claire, en fait. Je ne propose pas grand-chose, en fait. C'est mon positionnement. Ouais, c'est radical, mais en fait, c'est aussi assez modeste. Là, je vous disais que je travaille avec une géographe, une spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, puis elle me dit, mais tes trucs sur le vernaculaire, tout ça, sur mes terrains, c'est juste inaudible, et puis c'est même scandaleux, quoi. Parce voilà, taux d'urbanisation, il est à 20%, donc elle, bien sûr, elle critique le béton, elle a travaillé sur le béton, la diffusion du béton, la dimension coloniale du béton, tout ce qu'on veut, mais elle dit, ben voilà, regarde ce que va être Lagos au Nigeria en 2060, une ville à plus de 30 millions d'habitants, et c'est pas là en regardant le petit bricolage vernaculaire que tu vas trouver une réponse. Enfin, en tout cas, ne viens pas à Dakar nous parler de ça parce que ça va mal se passer. Et elle a 100% raison. Moi, ma radicalité, ce que je dis, c'est aussi, voilà, on est dans ce moment où on essaye d'ouvrir un espace où on se repose les questions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que les questions d'échelle ne sont pas pertinentes ou qu'à un moment donné, on ne va pas être obligé de se les poser vraiment. Je crois qu'on est dans un moment anti-moderne. Alors, tu t'avais pris ma citation de William Morris, c'est une sorte de petit dieu personnel, William Morris, parce que pour moi, William Morris, il parle vraiment du travail, du plaisir qu'on a au travail, de la rémunération, de la critique de la société industrielle et d'un produit de qualité avec des matériaux écologiques. Donc en fait, il essaye de tenir tout ça en même temps. Mais William Morris, c'est un mec à la fin qui a fait des bouquins qui coûtaient 10 000 livres ou 15 000 livres, qu'il a produit en 30 exemplaires. Donc voilà. Les modernes,
ils étaient porteurs d'une ambition qui était aussi politique et sociale très forte. Donc là, on est dans un moment où cet héritage, on n'en veut plus, et il y a beaucoup de choses qu'on veut laisser de côté. Puis je vois bien que moi, je suis dedans. Je pense que le coup d'après, on va être obligé de se reposer ces questions-là de massification, de changement d'échelle, etc. Mais mon point, c'est de dire, OK, n'écrasons pas le petit espace de discussion, de questionnement qui a été ouvert voilà, par celles et ceux qui font du remploi, qui construisent en terre, qui veulent qu'on ne construise plus. Et on voit la fertilité, la vivacité de ces échanges-là. On voit la prise de risque que prennent toutes ces personnes, parce que souvent, il n'y a pas un modèle économique non plus super stable pour s'engager dans ce type de pratiques-là. Et donc, moi, quel que soit ce que je peux dire sur les uns ou sur les autres, je suis juste voilà, super admiratif de ce qui se passe là, et en disant, voilà, il y a une dimension politique. Ressaisissons-nous de cette dimension politique, parce que sinon, on va être repris par des gens qui ont déjà le staff, qui ont déjà des savoir-faire, qui ont des puissances d'action qui sont beaucoup plus grandes que nous, et puis qui nous expliqueront comment on passe à l'échelle. Voilà. Enfin, comment on change d'échelle. Et moi, je voudrais que nous, on puisse dire comment on peut changer d'échelle. Voilà, et qu'on ne vienne pas forcément nous l'expliquer en reprenant des logiques qui sont celles de l'industrie. Il y a peut-être d'autres modèles d'organisation du travail et de la production qu'on peut inventer, et de dire 2 secondes, on va se poser la question, on ne va pas vous répondre tout de suite, parce que moi, j'en peux plus de ceux qui disent « Ah, c'est très intéressant ton projet, mais comment est-ce qu'on le reduplique ?» Ben non, enfin voilà, tu peux redupliquer tes relations amoureuses en faisant exactement la même chose, tu vas droit dans le mur. Hein. On peut changer de partenaire, mais si on fait exactement ce qu'on a fait avec le précédent, en général, c'est pas génial. Donc oui, on peut réinventer un ensemble de relations avec un autre partenaire, mais voilà, il faut le réinventer. Donc voilà, en fait, c'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Je ne dis pas que les questions de massification, elles ne sont pas importantes, que le passage à une échelle plus grande, ce n'est pas important. Et je vois bien que là, on n'y est pas parce qu'il y a une telle fascination pour le vernaculaire. Et des fois, c'est le vernaculaire que l'objet vernaculaire. Hein. Oh, les tuiles comme ça, l'architecture en Ardèche comme ci, comme ça. Et on n'est que sur l'objet. Hein. On n'est même pas sur l'économie du vernaculaire. Et qu'il faudra se poser ces questions-là à un moment donné, mais je voudrais que l'espace politique de discussion sur qui on est, comment on pense notre métier, bah voilà, par exemple, on peut pas, si on est sur vas-y, massifie, la question du rituel, elle est balayée, mais en une fraction de seconde. Voilà. Alors que ça, en fait, c'est peut-être une très belle voie pour redéfinir notre place et la façon dont on communique avec les autres sur ce qu'est l'architecture et sur ce qu'elle peut collectivement nous apporter. Merci, mais je trouve ça très bien de terminer sur la question du partenaire. Et je vous invite à, s'il n'y a pas d'autres questions urgentes, plutôt à poursuivre une discussion cordialement autour d'un verre derrière.